Bonjour Flora Elie, bonjour Jérémy Charbot, vous êtes tous les deux photographes. Tous les deux, vous allez nous parler de l'exposition photo que vous présentez au Tetris du 12 juin au 12 juillet. Ça s'appelle Al-Kahira, le Caire, la victorieuse. Et vous avez votre vernissage le 12 juin justement à 19h30. Merci d'être sur Westrack. Merci. Alors vous êtes tous les deux du Havre. Comment est né ce travail à deux ? En fait, comment vous vous retrouvez deux Havrais au Caire ensemble ? Alors on n'y a pas été en même temps. Jérémy, tu me corriges si je dis des bêtises, c'était en 2009. Ouais, c'est il y a longtemps. Et j'ai vécu 2 ans au Caire en fait, entre 2021 et 2023. Et on s'est rencontrés à mon retour. Et puis on est devenus copains. Et on fait partie de la même agence photo, en Lucas aussi. Et puis voilà, de notre amitié est né ce projet commun de se regard croisé sur une ville qu'on a tous les deux côtoyée. Flora, est-ce que vous pouvez nous parler de justement ce moment où vous avez vécu au Caire ? Qu'est-ce qui vous a emporté là-bas ? Alors moi, à la base, j'étais partie pour 1 mois de vacances. Et je suis restée 2 ans. En fait, j'allais voir simplement une copine qui y vivait. Et puis, je suis un peu tombée sous le charme de la ville, du pays. Et ayant pas spécialement grand-chose à faire en France, j'ai décidé de rester là-bas. Et vous, Jérémy, à ce moment-là, en 2009, qu'est-ce qui vous apporte à aller là-bas ? Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'avais un ami qui habitait là-bas, mais qui bossait pour une entreprise. J'avais déjà fait pas mal de photos sur Tanger au Maroc. Et je m'étais dit que ça aurait été sympa de continuer des séries photographiques sur le Moyen-Orient. Moi, j'aime bien prendre les gens quand ils rêvent un peu dans leur espace. J'avais commencé ça à Tanger. C'est très vibrant, il y a beaucoup de monde. Du coup, j'ai essayé de détacher des personnes un peu du chaos de la citadine, de la ville. Du coup, je suis resté moi que 1 mois. J'ai beaucoup bougé, surtout que vous êtes vite perdu avec le langage. Et je me repérais beaucoup grâce au métro, parce que c'est énorme. C'est entouré de désert quand même. Il y a le Nil, enfin il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà photographiquement très intéressants. C'est pas la vie qu'on mène ici spécialement. Du coup, il y a un mélange de modernité, d'ancienneté et de tradition qui sont très intéressantes à prendre. Donc on s'est bien retrouvé avec Flora là-dessus. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du fil conducteur peut-être qu'aurait cette exposition, ou qu'est-ce que vous avez voulu raconter du Caire à travers ces photos ? Déjà, il y a beaucoup, c'est exclusivement sur la vie locale. Enfin, nous, on n'est pas spécialement intéressés. Enfin, en tout cas, dans l'exposition, vous n'allez pas retrouver les monuments. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de temple, il n'y a pas tout ça. On est vraiment concentré sur la vie des gens normaux tous les jours. Peut-être plus particulièrement pour classe populaire quand même. Et les gens qu'on voit en fait dans la rue, qui cheminent dans la ville la nuit, le jour. Parce que c'est une ville qui est grouillante en fait. Enfin, tout le temps, H24. Et voilà, donc après sur les travailleurs, sur les gens qui... Il y a pas mal d'intérieurs intéressants aussi, sur les ateliers. On a quelques photos d'ateliers. Ouais. Je sais que toi, Flora, t'aimes bien aussi aller dans les endroits comme ça. Oui, c'est plus le peuple qui nous intéressait, ce qui nous intéresse effectivement dans le texte. On a, je pense, rien fait de nouveau non plus, mais on n'a pas essayé de tomber non plus dans des clichés trop touristiques. Et puis on a une certaine culture photographique aussi, je pense, avec Flora, qui nous permettent de nous détacher de ça, quoi. Et d'essayer de créer quelque chose de nouveau sans se permettre non plus de dire qu'on fait quelque chose de complètement nouveau. Mais j'ai eu l'impression que tous les deux, vous avez voulu travailler l'obscurité, la nuit du Caire, ça semblait important. Vous avez tous les deux des photos dans ce domaine-là. Est-ce qu'on les retrouve dans l'exposition ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On est aussi assez attirés l'un comme l'autre par les petits coins sombres. Et c'est vrai que le Caire, c'est des endroits qui sont très peu éclairés. Enfin voilà, il y a tout un mystère. Alors, je pense que naturellement, évidemment, on ne se connaissait pas à l'époque, donc c'est venu chacun, de nous en fait, mais d'aller explorer un peu ces endroits, ces sentiments, ces ambiances. Ouais, les ambiances de nuit. Et puis on a fait un peu 2 univers. Il y a un univers un peu plus de jour, mais qui reste assez ambiance mat. On n'aime pas trop les couleurs pop, je pense, tous les deux. Même s'il y a beaucoup de réverbères et de couleurs, ça reste toujours un univers assez cinématographique, déjà, je trouve. Il y a des lampadaires avec des lumières tungstène un peu incroyables que nous, on a remplacées dans nos pays européens avec des lumières assez blanches. Du coup, ça a créé tout de suite une ambiance très intéressante de nuit et de jour. C'est vrai qu'on a pris aussi pas mal de photos d'intérieur. Du coup, ça crée tout de suite ce côté un peu intimiste et sombre, quoi, qui se mélange bien avec nos photos de nuit aussi. Hyper concrètement, comment vous avez fait pour choisir les photos ? Est-ce que c'est l'un d'abord qui a montré à l'autre en disant t'en penses quoi ? Ah oui, on pourrait faire une exposition. Comment c'est né ? On a chacun en fait fait une sélection, chacun de notre côté. En gros, moi j'aime cette photo là. On a tout mis à plat.
Enfin, du coup, Jérémy, il a tout imprimé. On a tout mis à plat et après, il a fallu faire des choix douloureux, parce qu'on peut pas tout mettre. Et puis, au fur et à mesure, c'est essayer de trouver un fil conducteur, quelque chose qui rejoint les photos, des ambiances, par différents biais. Donc, on a éliminé au fur et à mesure des photos pour essayer d'avoir... L'expo, c'est un peu ça. On rentre à droite dans un truc plus de jour. On a des intérieurs sur le côté droit de l'expo, et puis quand on rentre dans le couloir, on a des ambiances beaucoup plus intimistes. D'ailleurs, la taille des tirages joue là-dessus, c'est-à-dire que pour la scénographie, quand on est dans un endroit plus clos, on a mis des plus petits tirages parce qu'on se rapproche plus des tirages qui sont de nuit. Alors que quand on fait des grands tirages, on a besoin de recul. On a essayé de créer une petite narration, surtout des univers visuels ensemble qui correspondent bien aux choses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout travaillé ensemble à la base sur ce projet-là, mais on a un peu aussi le même genre de photographie quand même. Il y a beaucoup de personnes dans nos photos. On a quelques intérieurs vides ou des moments vides. J'ai fait une série aussi sur les ambiances de nuit un peu cinématographiques, avec les vieilles voitures, comme je disais, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de voitures bâchées aussi, ce qui crée tout de suite une ambiance assez particulière. Vous avez une explication pour ces voitures bâchées? J'ai vu une photo, je me suis posé la question. C'est notamment pour la protection des poussières, de la poussière. Et puis, en fait, il y a tous les chiens errants qui viennent squatter, pas tous, beaucoup de chiens errants, ils viennent squatter sur les capots et les toits de voiture aussi pour éviter la circulation. Donc, il y a peut-être de ça aussi pour éviter que... Il y a même des voitures où il y a des pics, vous savez, comme les pics à pigeons, il y a certaines voitures qui ont des pics pour éviter. Mais les chiens arrivent quand même à se faufiler entre eux. Nos auditeurs et auditrices ne voient pas, évidemment, les photos. Et est-ce que vous pourriez en choisir une, chacun, de l'exposition, penser à une là actuellement, la décrire un petit peu et nous raconter surtout l'anecdote ou l'histoire derrière. Peut-être que c'est la photo qui a été la plus spontanée à prendre, la plus difficile à prendre, convaincre telle ou telle personne de bien vouloir se mettre dans le cadre, essayer de discuter peut-être la barrière de la langue. Je sais pas, une petite anecdote derrière une photo dans ces expositions. À partir du moment où vous prenez de toute façon des gens en photo sans parler la langue, à moins de tomber sur des gens qui parlent anglais, il y en a plein qui parlent anglais là-bas, ou même français, beaucoup. Ça, c'est plus les vieilles personnes, parce que les jeunes, à moins... C'est classe populaire, c'est quand même très compliqué. Et comme nous, on a essayé d'aller squatter des endroits plus populaires que... de toute façon, il n'y a pas 40 millions de quartiers riches. Enfin, il y en a, mais c'est pas là où on est allé spécialement. Non. Il faut établir une sorte de lien de confiance, pas prendre non plus trop de temps, à moins d'avoir un guide ou quelque chose. Moi, j'étais vraiment tout seul dans la ville. Humainement, j'ai essayé d'établir des liens et choses comme ça. Moi, une des photos qui me reste en tête, j'étais dans le Caire islamique et je me suis fait jeter, c'est un peu bête, mais j'ai fait une photo très rapide dans un atelier avec les gamins qui bossent là, je pense qu'ils bossaient de l'acier, je sais plus, tout de suite le patron m'a voulu me dégager, mais j'avais quand même réussi à faire la photo. Ça paraît un peu banal, mais avoir de l'humilité, prendre son temps, et ça dépend encore une fois des quartiers et comment vous abordez les gens, bien évidemment. Et pour Flora, je pense que c'est encore en plus différent, sans vouloir tomber dans le cliché, mais en plus c'était une femme, donc il y a un rapport aussi assez particulier. Parfois, après, on a plus de facilité à rentrer en contact avec les femmes aussi. Mais après, les Égyptiens, ils sont quand même, on va dire globalement, des gens très théâtraux, très drôles, très accueillants, beaucoup ri pendant 2 ans. Celle qui me viendrait le plus, c'est la photo de la fanous. La fanous, c'est une lampe traditionnelle que les gens utilisent pendant le ramadan. Donc, il y en a des toutes petites, il y en a des très grosses, il y en a dans les parcs, il y en a accrochées un peu partout. Et en fait, il y a une photo où il y a cette fanous illuminée qui est dans un parking. Donc, on voit qu'il y a des amas de vêtements un peu partout, etc. Et en fait, cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un quartier qui s'appelle Dohi. Dohi, ça devient un quartier un peu, on va dire, middle class. C'est un quartier qui est en train d'être, on va dire, de moins en moins populaire. En passant, donc, je vois cette fanous, cette lumière qui m'attire l'œil. Et en fait, c'était dans le parking souterrain d'un immeuble. Et je me dis, je vais aller demander si je peux faire une photo, mais j'étais un peu sûre de me faire jeter. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait une dame qui aidait une femme qui était rentrée avec sa voiture à décharger les courses, etc. Donc je pose la question, est-ce que je peux prendre en photo ? Oui, vas-y. Donc très bien, je fais mes petites photos. Et quand j'ai terminé, en fait, on était du coup pendant le ramadan et ça tombait au moment de l'iftar, donc la rupture du jeûne. Ami qui vit dans un parking, ce qui arrive très fréquemment en fait en Égypte pour des gens qui sont issus de la classe pauvre, en fait, et là je parle littéralement d'une petite pièce de quelques mètres carrés avec un toit en sous-pente, des ouvertures où ils se prennent les pots d'échappement en permanence. Et en fait, je me suis retrouvée à prendre de l'iftar avec eux. Ils étaient en train de commencer à manger. On m'a offert du lait avec des dattes et puis après à partager du riz. Et puis en fait, je me suis retrouvée à rester 2 heures avec eux parce qu'il y avait parmi les 3 enfants le petit garçon Ahmed qui parlait un peu anglais. Je suis repartie de là toute chamboulée. Un super moment d'échange et puis vraiment typique de l'hospitalité égyptienne qu'on peut avoir en fait. Et que même au-delà de la barrière de la langue, il y a ce truc d'être super heureux d'échanger avec des étrangers. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit cette photo, juste cette fanous illuminée dans un parking,
peut pas s'imaginer tout ce qu'il y a derrière, quoi. Vous en parlez encore avec des étoiles dans les yeux. Et Flora Elie, en 2024, vous aviez déjà fait une exposition photographique à propos du Caire. Ça s'appelait Eloum El Dounia, c'était à Fécamp. Eloum El Dounia, ça veut dire la mer du monde en arabe. C'est le surnom que l'on donne à ce pays. Quel est votre rapport aujourd'hui avec l'Égypte ? C'est mon pays de cœur, ça c'est sûr. J'ai enfin pu y retourner en mars 2025. Ça faisait 2 ans que j'avais pas remis les pieds. Oui, c'est toujours quelque chose. C'est un pays auquel je resterai attachée, évidemment. Ouais. Et Jérémy, est-ce qu'on peut vous demander à vous aussi quel est votre rapport avec ce pays, puisque maintenant ces photos en 2009, ça commence à faire plusieurs années. Ouais. Mais faire une exposition aujourd'hui... Moi, en plus, c'était avant la Révolution, donc je pense qu'il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Moi, j'ai continué plus sur Tanger. Peut-être par praticité aussi, par flemme, pas par flemme du tout, mais j'avais un lien avec Tanger aussi qui était très fort, comme Flora avec le Caire ou l'Égypte en général. Donc moi, je suis allé 5-6 fois à Tanger, parce que j'avais la possibilité d'y aller logistiquement aussi, c'était très pratique. Et puis j'ai établi aussi des liens avec des gens là-bas, comme Flora aussi au Caire. Et surtout, moi, j'ai décidé de voyager un peu moins là sur mon travail photographique, donc je travaille plus localement. Maintenant. J'ai signé dans une maison d'édition parisienne pour sortir un livre sur le quartier Saint-François, La Furie et la foi. Et du coup, j'ai pas mal côtoyé les pêcheurs et le monde maritime. Je me suis fait ami avec pas mal de gens. Et j'ai trouvé l'île je l'appelle l'île Saint-François parce que c'est un côté un peu autarcique. Et donc, j'ai travaillé durant 3 ans là-dessus. Mais ça n'empêche qu'on en a parlé avec Flora. Si elle y retourne, j'y retournerai bien déjà pour voir l'état de la ville. Après la Révolution, je pense que ça a énormément changé. Moi, en 2009, ça avait vraiment... Il y avait encore Moubarak, il y avait encore des statues de lui. Même architecturalement, c'est pas du tout la même chose. J'ai sûrement pris des choses qui n'existent plus. Ah oui, ça c'est sûr. De toute façon, même moi, je vois la vitesse à laquelle la vie change. Le dictateur, là, Sissi, c'est une vraie tornade. Il détruit beaucoup de quartiers historiques. C'est un peu une catastrophe. Et je sais pas si j'aurais eu peut-être la même tranquillité aussi. Je me rends pas compte. Ça n'a jamais été simple, mais politiquement, le peuple égyptien a pris très cher aussi après la Révolution, quand même, au niveau des droits. Pas mal de mecs sont morts pendant les manifs. Denis Dailleux a fait un super livre là-dessus d'ailleurs. Martyrs de la Révolution, super photographe Denis Dailleux d'ailleurs, qu'on aime beaucoup tous les deux, et qui a fait un super travail là-dessus où il y a un texte qui parle de la perte, les parents parlent de la perte de leurs enfants. Oui, c'est ça, en fait, il est allé voir les familles de martyrs. Il était accompagné d'un ami égyptien qui, du coup, s'occupait de la traduction, qui s'occupait de discuter avec la famille. Et puis après, Denis Dailleux lui prenait, du coup, la photo des parents, ou peut-être d'un objet, ou de quelque chose. Parce que, voilà, faut savoir qu'en Égypte, en général, quand il y a un décès, souvent, ou des jeunes, on retrouve des bannières, en fait, dans les rues, il y a ce truc de l'image aussi beaucoup. Donc, il y a des familles qui ont la tasse avec la photo de l'enfant, ou il y a les bannières, il y a ce genre de choses, en fait. Donc, il a fait un super travail là-dessus. Parce qu'il y était, en fait, pendant la Révolution, mais il n'a pas pris de photos. Et donc, ça a été son devoir pour lui, un peu de mémoire. Ce que j'entends personnellement surtout, c'est que possibilité d'une 3e exposition après un futur voyage à 2 cette fois, ça peut aussi changer. Vous dites pas oui, vous dites pas non. Si, carrément, mais ce qui serait intéressant, c'est que justement, on travaille à 2 là-dessus et qu'on s'en empare. Moi, j'y retourne en octobre. Tu retournes en octobre. Les propositions sont lancées. Merci à tous les deux d'avoir été sur Westrack. On rappelle que vous exposez des photos du Caire au Tetris. Ça s'appelle Al-Kahira, le Caire, la victorieuse. C'est à découvrir gratuitement du mardi au samedi de 10h à 18h. Vernissage le 12 juin à 19h30 et fin d'expo le 12 juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.